Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite synthèse de l'interview que j'ai donnée à Stratège Marketing. Stratège Marketing, c'est un site que je connais depuis très longtemps, donc vous allez sur stratège marketing tout attaché.com. C'est un site qui est animé par Steph et qui est une stratégie originale il y a déjà quelques années. En fait, ils sont allés un petit peu à contre-courant. Enfin, il est allé un petit peu à contre-courant de ce qu'on avait à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de textes, de blogs, etc. Et donc, Steph a décidé de faire des formats qui sont très courts. C'est des formats en fait qui sont en 2 minutes, 3 minutes maximum. Il explique en fait des grands principes du marketing, l'analyse SWOT, le marketing sur Instagram, les 5 forces de Porter, etc., etc. Donc des sujets classiques et des sujets un petit peu plus complets, comme par exemple le neuromarketing, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment là que Steph a vraiment décollé avec sa stratégie en faisant plein de petites vidéos comme ça. Et ça a vraiment été quelque chose qui a été un gros succès. Et vous voyez ici 27 000 vues pour certaines vidéos, 4K, etc., etc., 10K en fait, etc., etc. Donc ça a été vraiment la source de trafic initiale de Stéphane. Et entre-temps, en fait, bien sûr, il a fait également aussi des contenus, des guides gratuits à télécharger. Et vous verrez, son site est assez intéressant parce qu'en fait, vous voyez, là, il y a un petit appel à l'action aujourd'hui, mardi 24 octobre, parce qu'on est le 24 octobre. Recevez votre modèle de plan marketing et découvrez pourquoi il est magique. Donc en fait, Steph utilise beaucoup les leviers de la persuasion, les leviers du neuromarketing, etc., etc. Donc c'est un site que je vous conseille de suivre. Vous aurez, vous voyez, regardez ici, on a encore un petit texte un petit peu différent avec le bouton, etc., etc. Donc c'est vraiment un site qui est assez intéressant au niveau contenu, format qui sont vraiment simples à utiliser. Et donc j'ai vraiment de la chance puisque en fait Steph m'a proposé de répondre à une interview écrite dans le domaine en fait du marketing, hein. Et il va bientôt très prochainement créer en fait une vidéo sur le growth hacking, et c'est pour cela aussi qu'il m'avait demandé hein, une vidéo un petit peu comme celle qu'on va voir dans quelques secondes, une vidéo en fait qui explique en moins de 2 minutes les principes en fait du growth hacking. Vous voyez là, c'est des vidéos qui sont très explicatives, très simples et qui permettent comme ça de comprendre très rapidement un sujet. Donc voilà. D'ailleurs, Stéphane avait eu à l'époque aussi une stratégie assez intéressante, c'est qu'il proposait certaines de ses vidéos en avant-première à une sélection de blogueurs, d'influenceurs, etc. Ce qui lui permettait de dire, bah voilà, tu as la vidéo avant tout le monde et tu as le droit, si tu la relais, etc., etc., à être avant tout le monde, à avoir les informations. Donc ça, c'était vraiment une stratégie intéressante euh, que l'on peut copier. Vous voyez ici, il y a des sujets un petit peu, comment dire, spécifiques, réussir un vlog, fatigue publicitaire, les remèdes, etc., etc. Donc il y a vraiment des sujets très intéressants à voir. Donc en fait, Steph m'a proposé de répondre à une interview sur le growth hacking, comme c'est ce qu'il allait présenter, puis c'est aussi en rapport avec mon livre. Donc en fait, bon, je vais vous passer un petit peu l'historique sur moi, mon blog, etc., etc. Et on va essayer de passer un petit peu aux questions les plus intéressantes. Alors, donc là, il me pose une question sur le growth hacking, hein, 8 semaines pour doubler faux nombre de prospects. Est-ce que tu peux décrire cet ouvrage? Bon, voilà, de manière très simple en fait, hein, comme je l'ai déjà dit, c'est Juno qui m'a proposé un sujet au départ. C'était comment vivre de son blog, mais comme c'était plus dans mon positionnement et mathématiques, et ben j'ai dit tac, ok, non, moi je te propose un autre sujet qui m'intéresse, c'est l'efficacité maximale, qu'on appelle aussi sur le terme growth hacking. Donc pour moi, growth hacking et efficacité maximale, c'est la même chose. Le but en fait, c'est bien sûr de parler d'un sujet, également de me positionner sur ce sujet-là, puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il n'y a pas vraiment de référence. Et pour moi, c'était intéressant d'être référencé là-dessus. Et j'ai déjà donné près d'une dizaine, voire une quinzaine d'interviews grâce à ce bouquin-là. Parce que le bouquin est un moyen, un bouquin papier, hein, et un moyen de créer l'événement. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, moi j'ai reçu un bouquin d'un service internet qui s'appelle datanana.com, qui m'a envoyé un bouquin papier qu'il a fait imprimer, je pense que ça va être sur Amazon ou via un imprimeur. Et donc en fait c'est vrai que recevoir un bouquin papier maintenant dans une époque où on reçoit de plus en plus d'emails, etc., etc., recevoir un bouquin physique c'est important. Et il y a plein de gens qui m'ont dit ah non mais moi je préfère avoir le bouquin papier parce que ça compte pour moi, c'est beaucoup plus important, le PDF ça ne m'intéresse pas. Voilà, ou la version numérique ça ne m'intéresse pas. Donc alors
comment en fait on peut réussir un petit peu à générer du trafic grâce à son bouquin. Parce que sortir le bouquin c'est bien, mais il faut être clair. L'éditeur il fait un travail qui est celui qu'il fait pour tous les sorties de livres, hein. Il envoie un communiqué de presse, il envoie quelques exemplaires gratuits, etc., etc. Et malheureusement ça suffira pas parce que vous n'arriverez pas à sortir du lot. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je vais vous dire un petit peu ce qui a marché le mieux. Le premier en fait c'est d'utiliser mon réseau de contacts. C'est vraiment ce qui a marché le plus efficacement, c'est-à-dire que je suis allé contacter les gens avec qui j'avais eu des échanges, par exemple des échanges via du guest posting, des partenaires, des gens à qui j'ai relayé de l'information, etc., etc. Et automatiquement, hop, je leur ai proposé un relais de contenu en disant tiens voilà, je te propose de recevoir avec mon éditeur le livre gratuit, etc., etc. En échange, bien entendu, soit j'ai une review une review, en fait c'est une critique du livre, soit j'ai une interview. Et le plus souvent ça a été une interview parce que ça c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que la personne elle a rien à faire et c'est vous qui allez tout simplement créer le contenu. Comme ici là on me pose une dizaine de questions et en fait c'est moi qui y réponds. Voilà, donc ça c'est le réseau, c'est ce qui est le plus efficace. Mon astuce en fait elle est très simple, c'est qu'en fait à chaque fois que j'ai une relation particulière avec un influenceur, quelqu'un que j'ai aidé, quelqu'un qui a fait un guest posting sur mon site, je le mets dans un répertoire spécifique de mon Gmail ou dans mon Outlook et tout simplement il est dans le répertoire Contact Pro et dans ce répertoire Contact Pro en fait j'ai ma liste donc des gens qui comptent entre guillemets, hein, et après j'ai juste à leur renvoyer un petit email. Vous voyez ici j'ai des modèles en fait d'email clé en main et j'utilise ce modèle clé en main en le personnalisant selon la personne en disant tiens voilà bonjour Martin, bonjour Bidule, ça fait un petit moment qu'on n'était pas en contact, etc., etc. Je me permets de t'écrire pour t'annoncer un gros truc, je suis papa et je suis papa d'un livre et pas d'un bébé humain mais d'un livre, je suis super content, il vient d'arriver le 6 septembre dernier, blablabla. Donc ça c'est des trucs qui marchent très très bien parce qu'en fait c'est des gens avec qui vous avez rendu service, avec qui vous avez un contact et ils seront bien sûr content de vous aider si vous mettez un petit peu d'émotion. Comme je vous le disais, c'est je suis papa d'un nouveau livre. Les gens se disent ah ouais, être papa, ouais, c'est génial. Donc en fait, on va mettre de l'émotion. On va pas dire tiens, je viens d'écrire un bouquin, j'aimerais bien que tu en parles. On va pas passer comme ça. On va dire tiens, je suis papa d'un livre, je suis très fier. Il est arrivé le 6 septembre et il fait 287 pages. Je voulais te l'offrir parce qu'en fait moi ça me fait vraiment plaisir et comme on a discuté ensemble, blablabla. Si tu as des remarques et des informations, n'hésite pas. Voilà. Enfin, grosso modo. Et j'envoie un lien vers ma page en fait de présentation du livre où encore une fois j'ai pas raconté ma life. Si j'ai raconté ma life, c'est plutôt ça, où j'ai pas fait la promo de mon livre, mais j'ai fait ici le storytelling en racontant un petit peu les coulisses du livre, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Donc ça c'est vraiment important. Donc voilà, j'ai également aussi quelque chose qui a bien marché, c'est les interviews. Parce qu'il y a pas mal de gens en fait que je ne connaissais pas et qui ont été intéressés par le sujet. Parce que j'ai relayé sur Twitter, sur Facebook, etc. un certain nombre d'informations. Par exemple, en fait, avant de travailler sur le growth hacking, j'ai préparé une petite dizaine de contenus. Vous voyez ici, hein, par exemple, révolutionner votre plan marketing avec une dose de growth hacking, mon livre growth hacking dans le top 5 des livres marketing en France, ça y est, le growth hacking est enfin disponible, les coulisses du livre, doper votre croissance, définition du growth hacking, avant-première, blablabla. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal de choses pour préparer le contenu, ce qui fait que les gens se disent waouh, c'est ce mec-là, il s'y connaît un petit peu, et quand on a sorti un bouquin, on devient tout de suite un expert. D'ailleurs, tiens, je vais vous faire une petite anecdote ici. J'ai écrit un article qui s'appelle mon livre de growth hacking dans le top 5 des livres marketing en France. C'est un truc qui a bien marché parce que les gens se disent waouh, bravo, c'est un super succès. Et en fait, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que quand vous avez du succès, les gens ont envie de participer, ils se disent ah ouais, mais c'est un succès, ça doit être un super bouquin, je l'achète. Alors comment ça se passe dans la vraie réalité? Il faut être très clair. Sur Amazon, en fait, on a un classement qui change tous les jours. C'est-à-dire que votre livre, il peut être premier aujourd'hui et ensuite il sera 40e, 50e, 60e 2-3 jours plus tard.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en fait, alors j'ai tout retrouvé mon livre là ici. Le jour en fait où j'ai fait une grosse annonce publicitaire, que j'ai fait un gros relais, et ben à ce moment-là, en fait, j'ai fait une capture écran et j'ai dit bah voilà, le growth hacking, ça y est, je suis arrivé cinquième devant. Alors je vais essayer de retrouver ça. Devant en fait Philippe Kotler et le Mercator, etc., etc. Et donc en fait, c'est parce que j'avais fait un gros push et on peut voir que maintenant je suis de 175e. Mais à l'époque, à un moment donné, et ben en fait, je suis arrivé dans le top 5. Et donc en fait, le succès attire le succès. Quand vous avez comme ça des gens qui disent ah waouh, ça a l'air génial, ton bouquin, et ben en fait, c'est l'effet d'entraînement. Et les gens vont tout simplement vouloir aussi acheter ce fameux bouquin qui a été un si grand succès. L'autre point, en fait, c'est d'utiliser la viralité des médias sociaux. J'ai mis en place un système très simple, c'est-à-dire que les gens qui achètent mon bouquin et qui se taguent sur Twitter, Facebook, LinkedIn reçoivent 2 mois d'accès gratuit à la Star Marketing Academy, ma formation vidéo qui vaut 25 € par mois. Et donc grâce à ça, j'ai eu une bonne vingtaine de personnes qui sont inscrits, qui sont taguées. Et tiens, je vais vous montrer un exemple. Si on va sur LinkedIn ici, tac, on voit qu'il y a une personne. J'essaie de retrouver le truc. Voilà, ici, je vais vous descendre un petit peu ça. On va le voir bientôt. Voilà ici, 57 personnes qui ont aimé ce post. Donc en fait, ce post, nouvelle lecture arrivée à 19h, voilà, fait par Belinda Tempier. On voit qu'il y a eu 59 j'aime. Alors je ne sais pas combien il y a de vues, mais il y a eu 4 commentaires. En tout cas, c'est un truc qui a vraiment cartonné. Donc en fait, grâce à elle, et moi en lui offrant tout simplement mon accès de 2 mois à la Star Marketing Academy, j'ai bénéficié d'une très grande visibilité. Voilà. Et puis après, bon, bien sûr, comme je disais, les contenus que j'ai créés sur le growth hacking qui m'ont permis aussi d'avoir pas mal de visibilité. Donc voilà, le livre est vraiment un vrai plus, comme je disais toujours, parce qu'en fait, c'est compliqué maintenant, même avec du super contenu, d'avoir beaucoup de trafic. À un moment donné, j'écrivais un bouquin tous les mois, un livre blanc tous les mois, et c'est vrai que même en écrivant un livre blanc tous les mois, je me disais, waouh, ça va cartonner, et en fait, ça marche bien, mais ça marchait pas autant que je le pensais. Par contre, le bouquin papier, alors là, boum, j'ai vraiment réussi à faire un carton. Alors je rappelle qu'il est vraiment important de casser les codes aussi et de se différencier. Le livre, en fait, apporte une différenciation, mais ça peut être autre chose. On peut très bien offrir une formation vidéo alors que tout le monde fait payer. On peut faire de la BD alors que tout le monde fait des textes un petit peu embêtants. On peut faire des trucs un peu provoques au lieu de faire un truc un petit peu classique. Bref, on a vraiment la possibilité de faire il faut maintenant casser les codes pour réussir. Voilà. Le concept du bouquin, moi je disais tout simplement, c'était voilà, une méthode en 8 semaines pour apprendre les bases du growth hacking et avoir en fait après un complément d'une formation vidéo de 4 heures. Voilà. Donc ça c'est important parce que on voit bien que le bouquin, même s'il a été réalisé, on va dire en début d'année 2017, il y a quelques outils qui sont plus d'actualité. Par exemple, il y a un très bon outil là que j'ai utilisé à un moment donné qui s'appelle hunter.io. Donc en fait, bon, il existe encore où on cherche par exemple là, voilà, conseil marketing. Voilà, on va voir s'il connaît quelqu'un. Voilà, il me propose, si je tape conseil marketing, il va dire dans conseil marketing, je connais Fred en base conseil marketing. Là, j'ai info à conseil marketing. Là, j'ai concours à conseil marketing. J'ai service juridique à conseil marketing. Voilà, Marc Toto à conseil marketing. Et donc, c'est un outil qui est vraiment intéressant puisque comme ça, on peut récupérer les adresses email des personnes d'une société. Sauf qu'avant, en fait, c'était totalement intégré à LinkedIn, c'est-à-dire qu'on pouvait aller directement ici sur LinkedIn, aller sur un profil et récupérer ses coordonnées, qu'on soit en contact ou pas. Donc ça, c'était un outil qui était assez intéressant, mais qui a disparu et voilà, je l'ai quand même laissé dans le bouquin. Alors c'est pour ça en fait que j'ai créé un club privé qui permet en fait d'avoir sur un espace privé des versions actualisées. C'est-à-dire que là je propose des alternatives à Hunter.io qui était une extension super pratique. Voilà. Alors, quelle est la définition du growth hacking? Alors, le growth hacking, moi je dis toujours, c'est de mettre en place une stratégie structurée visant à obtenir une croissance forte et rapide, l'efficacité maximale. Donc, comme je disais au début, c'est les startups américaines qui ont appliqué les méthodes de développement agile
mesurer les performances, mettre en place des processus, itérer avec des actions courtes, etc. etc. Donc ça, c'est les bases. Après, il y a deux gros concepts. Le premier concept, c'est hacking, c'est-à-dire qu'on va détourner le système en utilisant les failles, en flirtant avec la ligne blanche, etc., en prenant des risques et en cassant les codes et en automatisant ce qui peut l'être. Le deuxième point, c'est growth. Growth, tout simplement, c'est structurer son activité en structurant et en modélisant son cycle de vente, par exemple avec le tunnel AR, hein, acquisition, activation, rétention, recommandation et revenu. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens voilà, j'ai 100 visiteurs sur mon site web, il y en a 50 qui laissent leurs coordonnées, il y en a 60 qui utilisent mon produit pendant un mois, il y en a 10 qui recommandent, et puis il y en a 4 qui achètent. Et donc en fait, mon but, c'est d'essayer de maximiser les étapes les moins performantes. Voilà. Ce qui est un peu embêtant, c'est que souvent quand on parle de growth hacking, on pense surtout à hacking. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des success stories qui fait un petit peu rêver, et on se dit waouh, Airbnb, ils ont réussi en détournant une partie du trafic de Craigslist, qui est en fait l'équivalent du Bon Coin en anglais. Spotify, il y a un moment donné qui publie en automatique sa pub sur votre page Facebook en disant tiens voilà, j'ai ma playlist où j'écoute telle chose sur Facebook. Il y a tous ces trucs là en fait qui font un petit peu rêver, des trucs un peu magiques, et il y a plein de gens qui ont se dit ouais mais le growth hacking c'est génial, on va s'y mettre. Or le growth hacking c'est pas juste ça, c'est pas juste pirater des choses, c'est pas juste des trucs et astuces, il y a une vraie stratégie derrière. C'est ce fameux tunnel AR, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est structurer son activité. Il faut savoir aussi que tout comme dans le référencement naturel et dans tout secteur d'activité, hein, vous avez plusieurs moyens en fait et plusieurs manières de faire. Vous avez le white hat, c'est les gens qui utilisent les données par les outils de manière tout à fait légale et classique. Hein. En growth hacking, c'est les gens qui suivent véritablement les règles et qui qui transgressent assez peu les règles et qui flirtent assez peu, qui prennent peu de risques. Souvent c'est le cas dans les grosses entreprises. Et le growth hacking white hat se rapproche quand même beaucoup du web marketing classique. Après, il y a le grey hat. Le grey hat, qu'est-ce que c'est? C'est un truc un peu plus gris, c'est-à-dire qu'on flirte un petit peu avec la ligne. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de Hunter.io, hein, c'est tout à fait le genre de choses, puisqu'en fait, là, forcément, je veux contacter quelqu'un dans une entreprise, je récupère son email professionnel, je sais que c'est fred@conseilmarketing parce que il s'appelle Frédéric Canevet, et donc forcément, je sais que c'est cette adresse email là que je vais aller récupérer. Voilà. Donc ça c'est une technique un petit peu grise. Puis après il y a le black hat. Le black hat, qu'est-ce que c'est? C'est le mec qui respecte pas les règles, qui est totalement hors la loi et qui agit surtout comme ça pour essayer d'avoir des résultats rapides sans trop penser aux conséquences. C'est le mec en fait qui va aller rattraper un maximum d'adresses email à droite à gauche et il va spammer tout le monde. Ça pour moi c'est illégal et c'est pas ce qu'on doit faire en fait. Alors après, il y avait une question qui était intéressante, c'est quelle est la différence entre growth hacking et hacking marketing. Alors pour moi, en fait, le growth hacking va au-delà du marketing, parce qu'en fait, on peut appliquer cette méthode partout. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, dans le domaine des ressources humaines, on va mettre en place un tunnel. Par exemple, c'est l'arrivée des nouveaux collaborateurs, on va utiliser LinkedIn pour sourcer les profils, on va mettre en place un processus d'onboarding process pour que les gens, en fait, restent dans l'entreprise. Après, quand les gens partent, on va essayer de comprendre pourquoi, et on va essayer de mettre en place des actions correctives. Bref, le growth hacking, c'est pas juste en fait des techniques, des outils, c'est une philosophie. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire mieux, d'optimiser, c'est l'efficacité maximale. Pour moi, en fait, un des exemples que j'aime bien prendre en compte, c'est Dick Fosbury. Dick Fosbury, c'était pour moi un des premiers growth hackers avant l'heure parce qu'il a osé remettre en cause le système en inventant en fait ce qu'on appelait le Fosbury Flop. Hein. Le Fosbury Flop, qu'est-ce que c'est? C'est passer par derrière, passer d'abord la tête et les épaules quand on fait du saut en hauteur. Et il était un des premiers à le faire. Il a osé ne pas partir dans le sens normal parce que c'est plus efficace de sauter comme ça dans ce sens-là. Donc Dick Fosbury, lui, pour moi, c'est quelqu'un qui a été un white hat growth hacker, c'est-à-dire qu'il a juste utilisé une méthode un peu plus intelligente, un peu plus efficace, et voilà, il a réussi à dominer tout le monde. Après, je parlerai de quelqu'un qui est plutôt grey. Ça serait pour moi Greg Lemon. Greg Lemon, en fait, qui a utilisé un guidon de triathlète, un guidon de vitesse lors de la dernière étape pour battre Laurent Fignon et remporter le Tour de France. Donc c'était un petit peu limite parce que est-ce qu'on avait le droit, est-ce qu'on n'avait pas le droit. Je sais qu'il y a d'autres personnes, je crois que c'est l'équipe de Laurent Fignon qui avait hésité à l'utiliser
utiliser ou pas, et qui l'a pas fait et qui a finalement perdu. Donc en fait c'est du grey, c'est-à-dire qu'on va flirter un petit peu avec des règles qui n'existent pas et on va accepter. En revanche, il faut éviter de dépasser les limites. Et là, en fait, c'est le black hat growth hacking. C'est les gens qui dépassent les limites et qui dépassent la ligne blanche. Ben, c'est par exemple Lance Armstrong, c'est Alberto Contador, qui sont partis de l'autre côté de la ligne en se dopant. Là, en fait, on est vraiment en dehors du cadre légal. C'est pas vu, pas pris. Si je ne me fais pas prendre, bah, tant mieux. Et je peux gagner, ou je peux en tout cas être meilleur que les autres. Mais une fois qu'on se fait prendre, tac, on perd tout son argent, on perd ses médailles, etc. etc. Donc en fait, voilà, le growth hacking, c'est pareil. En référencement naturel, c'est exactement la même chose. On fait du white, on fait du grey, ou on fait du black. Moi, je préfère toujours faire du white et du grey. Voilà, tout simplement. Alors, après, Steph m'a posé une question. Quelles sont les méthodes de growth hacking les plus efficaces selon toi? En fait, la tentation, c'est vraiment d'utiliser que des trucs et astuces. Vraiment, ça c'est ce qui, pour moi, c'est les gens qui n'ont pas vraiment compris quel est l'intérêt du growth hacking et qui résument le growth hacking à j'essaye de pirater, j'essaye d'être plus malin que les autres. C'est comme dans une autoroute, hein, vous avez les gens qui roulent à 150 ou 160 sur l'autoroute et qui disent mais attends, moi je suis plus malin que les autres cons qui sont sur la bande de droite et qui roulent à 120 ou à 130. Moi je suis à 150 et je bourrine et je me fais pas prendre. Sauf que le jour où il se fait prendre ou le jour où il tue quelqu'un, là c'est la galère. C'est pareil aussi tous ces cons en fait qui lorsqu'il y a un embouteillage, prennent la bande d'arrêt d'urgence, qui est super dangereux. S'il y a quelqu'un qui est arrêté sur le côté, chlac, il le shoot, et là, c'est la prison assurée. Donc en fait, voilà, il faut vraiment faire attention à se dire que le growth hacking, c'est pas juste des techniques, c'est pas juste j'utilise des API et je récupère des emails, il y a une vraie stratégie. C'est par exemple utiliser le tunnel AR et identifier où il y a la plus grande déperdition dans sa conversion et définir des moyens qui vont permettre de résoudre le problème, sélectionner des idées et choisir les meilleures et les tester. Moi je l'ai fait régulièrement, hein. Par exemple, j'ai montré un exemple avec mon site comparatif CRM. On va dire que, allez, en simulation, en idée, voilà, tu as 1000 visiteurs par jour, ça c'est 100% du trafic, il y a 10 prospects qu'on génère tous les jours, et il y a une vente. Donc en fait, on voit bien que le problème ici c'est la conversion, puisqu'en fait il y a 1000 visiteurs et il n'y a que 10 prospects, donc on a un taux de conversion du site de 0,1%, alors que le taux de conversion en vente 10% c'est quand même pas mal. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que ici il faut travailler sur cette étape là, qui est l'étape en fait de transformation des visiteurs du site internet en prospects. Donc après, ça peut être analysé d'une manière différente, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a du trafic, mais qui n'est pas le bon. On a certes 1000 visiteurs par jour, mais en fait, dedans, il y a peut-être X% qui sont dans ce cas de figure-là. Et pour ça, en fait, on peut utiliser un outil comme SEMrush, hein, que moi j'utilise très régulièrement. SEMrush qui va permettre d'analyser le site et il va te dire bah tiens, est-ce que ton site internet à toi ou celui d'un concurrent, on va se mettre placer sur notre sur notre site internet, voilà, je type comparatifcrm.com, je cherche ici au niveau de la France, tac, et je peux vérifier si j'attire les bons mots-clés. Et donc ici je vais dans Organic Search, voilà, et on va regarder ici sur Comparatif CRM quels sont les mots-clés qui m'attirent le plus de trafic. On voit c'est GRC Contact, Comparatif CRM, Comparateur CRM, Directeur d'expérience client, CRM français, quoi c'est un CRM, Comparatif CRM gratuit, etc. etc. Donc on voit que les mots-clés, à part ces deux premiers là ici, génèrent du trafic sur les bons mots-clés. Donc après je pourrais regarder tous les mots-clés, mais on voit ici que c'est pas un problème de trafic, c'est plutôt un problème de conversion. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je vois que ma conversion n'est pas bonne, donc je vais mettre en place des méthodes pour améliorer la conversion. Par exemple, c'est un bonus contextuel sur les pages les plus vues, c'est par exemple un pop-up, c'est par exemple un chat, etc. etc. Voilà. Là, le growth hacking change par rapport au marketing traditionnel, c'est qu'on va essayer de mettre en place des techniques astucieuses, on va essayer de casser les codes, on va essayer d'automatiser des choses, on va essayer d'aller plus vite et mesurer systématiquement le résultat de ces actions. Le but, en fait, c'est plus de travailler à l'instinct, mais travailler véritablement selon une stratégie et des données cartésiennes. Voilà. Alors,
il faut pas non plus dire que on fait que du web marketing classique. Par exemple, en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu aller repérer des gens comme ça qui sont intéressants parce qu'il y a une grosse conférence, un gros événement sur le CRM, il y avait 300 participants. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai récupéré les participants sur le site. Donc hop, j'ai copié-collé ça dans Google, j'ai récupéré la personne en fait sur sur LinkedIn, donc en motivant, moi aussi je suis passionné par telle thématique, ou j'ai participé à tel salon, j'aimerais vous ajouter dans mes contacts LinkedIn, etc., etc., ou ça me ferait plaisir de vous ajouter, passer une bonne journée, etc., etc. Donc je l'ai fait à peu près sur les 300 participants, donc j'en ai fait à peu près une centaine moi-même pour en fait avoir un résultat concret. C'est-à-dire que sur les 300, j'en ai fait 100 moi-même pour voir si ça marche, et sur les 100, j'ai déjà eu une demande de devis pour une prestation. Et donc, c'est-à-dire que j'ai 1% de conversion, qui est pas mal. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas amusé à faire les 200 autres moi-même. J'ai demandé à une de mes assistantes offshore de faire ma place. Je lui ai donné les accès à mon compte LinkedIn, je lui ai donné le fichier Excel, et j'ai rajouté après d'autres fichiers Excel avec d'autres participants à d'autres événements qui étaient similaires. Et je lui ai dit, bah voilà, tu vas tous les ajouter sur LinkedIn avec ce petit message personnalisé que je t'ai donné. Vous voyez ici un petit message là, bonjour, avec un petit espace. Je me permets de vous inviter à rejoindre mes contacts sur LinkedIn. Je suis passionné de gestion de la relation client, en partie de chatbot et du parcours client. J'ai d'ailleurs animé récemment 2 web séminaires sur ce sujet. Je vous remercie par avance, passez une bonne journée. Voilà, c'est ce que je lui demande d'utiliser. Et grâce à ça, tac, en fait, elle a réussi à ajouter toutes les personnes qui étaient dans le fichier, les 300, hein, enfin les 200 qui restaient, plus d'autres personnes. Alors là, ce coup-ci, j'ai pas utilisé un outil d'automatisation comme Octoparse, qui permet en fait d'automatiser un certain nombre de choses, parce qu'en fait, le principe était un petit peu compliqué parce qu'il fallait copier des fichiers, sélectionner les bonnes personnes, c'est pas forcément les bons noms qui apparaissent en premier, parfois c'est des profils sur LinkedIn, parfois c'est des profils sur Viadeo, parfois il n'y a rien qui ressort, donc en fait c'était un peu plus compliqué à automatiser, donc je préfère le faire par un assistant à 5 euros, voire max 10 de l'heure. Ça vaut le coup qu'elle passe une demi-journée à faire ce travail là, puisque après ça me rapporte du devis. Voilà. Une autre question de Steph, quelles sont les astuces de growth hacker que tu conseillerais pour un business model complètement hors ligne? Et en fait, moi je dirais tout simplement, hein, le tunnel AR, il s'applique à tout le monde, n'importe quelle entreprise. N'importe quelle entreprise, il suffit juste d'adapter et de réfléchir. Imaginons que je suis un restaurant japonais. Je vais essayer de mettre en place mon optimisation de tunnel AR. Donc voilà, le problème majeur du restaurant, c'est savoir où je vais agir en premier. Ici, comme j'ai pas de chiffre, je suis parti du tunnel en me disant voilà, je peux agir sur les différents points, les 5 points. Le premier, c'est acquisition. Acquisition, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, ça faisait du street marketing, recruter 10 étudiants dans la ville déguisés en judoka qui distribuent des faux billets de 10 euros qui correspondent à des bons de réduction à utiliser dans le restaurant. Tac, ça c'est impactant. Là, ça fait de l'acquisition. Si je le fais, par exemple, à la sortie d'un cinéma, si je le fais dans le centre-ville, je sais que j'aurai la bonne cible. Par contre, si je le fais par exemple à la fac, ça ne sera pas forcément la bonne cible parce que la fac, les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller au restaurant quand on est étudiant. À ce moment-là, je ferai peut-être autre chose. Je ferai plutôt ça si je suis vendeur de pizza parce que la pizza c'est quand même moins cher qu'un resto chinois. À ce moment-là, je mettrais des personnes déguisées en pizzaiolo ou en joueur italien ou des choses comme ça qui sont plus en phase avec mon mathématique. Voilà. Le deuxième point, c'est l'activation. Parce que le but, en fait, c'est de faire rentrer les gens dans le restaurant. Et là, tout simplement, il y a un truc très simple. Je vais essayer d'être visible de très loin. Par exemple, je vais mettre une grosse structure gonflable de 5 mètres de haut, en forme de karatéka ou en forme de château. Enfin, un truc qui soit super visible et que les gens se disent mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? J'aimerais bien faire un petit tour. Et si j'ai quelqu'un à l'extérieur qui distribue un petit flyer ou qui incite les gens à venir, pam, je vais faire rentrer les gens dans le restaurant. Parce qu'en fait, le but, c'est ça. Après, la rétention, c'est faire revenir les gens. C'est par exemple lorsque la personne passe sa commande, très peu de restaurants, mais je pense qu'aucun restaurant ne demande l'email de la personne. En fait, il y a plein de gens qui viennent dans le resto, ouais, prenez votre commande et c'est tout. Ce qu'il faut faire,
et moi c'est ce que je recommande à tous les restaurateurs, c'est lorsque je prends la commande, je dis ah bah attendez, est-ce que je peux prendre une commande? Et si bah, vous me donnez votre email, vous avez le droit à un apéritif, vous avez le droit à un dessert, vous avez le droit à une plancha avec X sushi ou des choses comme ça. Et tout simplement, bah, je vais leur aussi en même temps leur pré-remplir une carte de fidélité qui est précochée avec le repas qu'ils ont pris aujourd'hui. Bah voilà, je vous mets le repas, le machin, machin, et parce que vous m'êtes vachement sympathique, ben je vous rajoute une coche, et donc maintenant le prochain repas, si vous venez encore une fois ici, bah, vous avez par exemple le repas samouraï, vous avez le dessert que je vous offre. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait tout de suite donner un résultat rapide à la personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une carte de fidélité où on coche une fois et il y a encore 10 repas avant d'avoir un truc gratuit. On va essayer d'avoir un résultat très très rapide, très simple, et en faisant un petit truc émotionnel qui va dire ouais mais parce que vous m'êtes vachement sympathique, je vous fais une case en plus et la prochaine fois vous revenez, vous avez quelque chose de gratuit. Voilà. Donc ça c'est un truc qui marche extrêmement bien. Donc récupérer les emails des personnes. Donc quand je passe la commande, hop, je fais passer par exemple un petit document ou comment dire, je récupère une carte de visite ou un truc comme ça, ou je fais remplir par exemple un smartphone ou une tablette avec les coordonnées. Enfin bref, j'essaye moi de pouvoir récupérer les coordonnées des personnes le plus rapidement possible. C'est super important quoi. Voilà. Ensuite, la recommandation, bah, c'est de bouche à oreille. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement, bah, y a un truc très simple, je pense que les gens n'y pensent jamais dans un restaurant, c'est mettre une petite statue, quoi, ou tout simplement, moi c'est ce que j'avais vu au Japon, il y avait un comédien qui était déguisé en samouraï, avec bah, le déguisement et tout ça, et il venait prendre des photos avec les gens dans le restaurant. Donc une geisha ou un samouraï qui vient là, qui fait un peu le con, qui fait un peu l'animation dans le restaurant, et qui se prend en photo avec les gens, et les gens comme ça se taguent sur Facebook, et là c'est vraiment, ça vous fait de la publicité gratos. Voilà. Et le dernier point, c'est le revenu, hein, comment on va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Et ben, en fait, on voit bien que c'est dans les restos japonais, il y a plein de personnes qui prennent un repas, mais quasiment personne ne prend de dessert. Parce qu'en fait, alors je sais pas si c'est au Japon que les desserts sont pas bons, mais en fait, il y a très peu de desserts dans les restaurants japonais. Les gens en prennent très peu, parfois c'est un petit peu de pâte. De pâte de coco, hein. C'est vraiment très très limité. Et ben tout simplement, vous allez dire, ben, voilà, pour 1 € de plus ou 2 € de plus, ben, vous avez le droit à un petit apéritif ou des litchis ou des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, l'astuce aussi pour pouvoir faire convaincre les gens de commander, c'est de le montrer, c'est la tentation. Je comprends pas en fait qu'il n'y ait pas plus de restaurateurs qui viennent avec un petit chariot présenter les desserts. Ça, c'est un moyen de faire craquer les gens parce que vous arrivez avec votre chariot, les gens voient la petite tartelette, ils voient la mousse au chocolat, ils voient le machin, et ça marche. Pareil pour les apéritifs. Moi, je me souviens des vacances que j'avais passées en Croatie. En Croatie, on était au repas, et puis bon, voilà, le repas était en pension intégrale. Et tous les soirs, pourtant, il y avait des mecs qui venaient avec le chariot, en disant tiens, voilà, on a un chariot de liqueurs. Il y avait genre 10 ou 20 liqueurs. On disait voilà, est-ce que vous voulez goûter celui-là ou celui-là ou celui-là? Et finalement, quasiment tous les soirs, on prenait en fait une liqueur différente. Donc en fait, c'est un moyen de tenter en fait les personnes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples qui sont intéressants? Bah en fait, bon voilà, je vous en ai parlé juste auparavant. Comment augmenter son taux de conversion, hein. Sur mon site comparatif CRM, j'ai choisi les bons mots-clés en exploitant par exemple des expressions qui sont liées à l'achat, par exemple choisir son CRM, acheter un CRM, cahier des charges CRM, etc., etc. J'ai fait également de la sous-traitance de contenu avec Textmaster et Textbroker, ce qui me permet en fait de ne pas tout voir rédiger moi-même, j'ai une base de travail. J'ai créé des bonus avec des visuels comme Placid. Placid c'est vraiment pas mal parce qu'en fait ça permet de créer un petit visuel assez joli, assez sympa sur ces produits, en particulier si vous avez des e-books, si vous avez comment dire, des documents, etc., etc. Et ben en fait vous allez pouvoir très facilement réaliser un petit template qui est assez joli, assez sexy et qui fera la différence sur internet. Voilà, qui matérialisera quelque chose de numérique. Voilà. Autrement, j'ai optimisé mes formulaires de téléchargement, les rendant beaucoup plus séduisants. Si vous regardez sur mon site comparatif CRM, hein, vous allez voir qu'en fait, j'ai revu un petit peu les pop-up pour inciter à la conversion. Voilà.
Donc ici, là, il y a un petit visuel, mais il y en a aussi, hop, ici en dessous, vous voyez, un checklist, piloter expérience client. Donc j'ai rendu plus attractif mes visuels grâce à ThemeDrive, qui est un outil que j'utilise beaucoup. J'avais mis, et j'ai arrêté de le mettre, mais je vais peut-être le remettre bientôt, un welcome mat, c'est-à-dire que quand on arrive sur le site internet, paf, il y a une petite grille qui descend et qui dit voilà, remplissez vos coordonnées et l'utilisation d'un outil répondeur comme GetResponse qui permet en fait de récupérer les coordonnées des personnes sans faire un double opt-in, c'est-à-dire que les personnes ont juste à entrer leur email, ils n'ont pas encore à recliquer sur l'email dans le lien pour confirmer qu'ils veulent bien recevoir des emails. Ça, c'est un outil qui est vachement sympa. Voilà. Alors, quelles sont les plus grosses fautes que tu vois quand les gens se lancent dans le growth hacking? Tout simplement, c'est de penser que le growth hacking, c'est bourriner, c'est envoyer un maximum d'emails, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se laissent séduire parce que c'est vrai que quand on utilise des méthodes de bourrin et des outils pas très légaux, on arrive facilement à se créer une liste de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes. Puis on va envoyer un email, on va avoir un taux de conversion qui sera pourri, de 0,1%, mais comme on a envoyé 10 000 emails, 0,1% de conversion, ça fait quand même 10 ventes. Et la personne, elle va continuer, sauf qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de se griller auprès des FAI, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de se griller au niveau image auprès de ses futurs clients. Bref, parfois, en fait, en 5 minutes, on arrive à détruire une e-réputation qu'on aura mis des années et des années à construire. Voilà, il faut vraiment éviter ça. Il vaut mieux travailler sa conversion, il vaut mieux essayer de travailler son offre en essayant d'améliorer tout ça avec un faible volume plutôt que se dire bah tiens, j'arrive pas, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter mon volume de messages, envoyer mon volume d'emails, de communiqués, etc., etc. Et finalement, je vais avoir plus de clients parce que j'aurai déployé plus d'efforts. Or, en fait, c'est vraiment une stratégie qui n'est pas la bonne parce qu'en fait on va se griller auprès de sa cible, on fait une stratégie vraiment de terre brûlée, hein. C'est-à-dire qu'en fait on va dire après moi le déluge, on va essayer de faire un maximum de bénéfices à court terme, même si je peux le comprendre qu'on a une trésorerie tendue, c'est pas la bonne chose vraiment parce qu'en fait on est en train de casser un petit peu son futur, quoi. Voilà, il vaut mieux travailler sur la conversion, sur un faible volume, bien ciblé, que d'aller taper le plus large possible et en allant spammer toute la terre. Voilà. La seconde chose, c'est les techniques qui sont pour l'instant assez peu sanctionnées, hein. On voit bien que vous pouvez spammer les gens autant que vous voulez. Il y a quand même peu de chances d'avoir la police ou la CNIL qui tape à votre porte le lendemain. Mais bon, ça devrait pouvoir bouger un petit peu avec la loi RGPD qui permet en fait d'imposer en fait un certain nombre de choses. C'est à partir du 28 mai 2018 où on aura en fait des contraintes supplémentaires sur la récolte des données, la conservation des données, etc. etc. Voilà. Donc ok, il y a des gens qui peuvent se dire ouais mais maintenant je le fais, puis de toute façon je ne serai pas embêté par la CNIL. Oui pour l'instant, mais attention plus tard, hein, je crois que ça peut aller jusqu'à 4% je crois du chiffre d'affaires. Donc ça peut quand même faire quelque chose qui est important. Voilà. Donc il faut vraiment se dire pour construire un business sur le long terme, il faut abandonner les techniques de cow-boy au bout d'un moment et après il faut aller tout simplement mettre en place une vraie structure pour assurer sa croissance. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'automatisation? Oui, il faut automatiser ce qui a faible valeur ajoutée, mais mettre de l'élément là où c'est stratégique. Tout à l'heure, je vous disais, hein, j'aurais pu essayer de faire un script pour récupérer les gens qui sont inscrits à un événement et les ajouter, etc. Mais ça aurait été pas très propre, assez crado et j'aurais pas eu les bonnes personnes. Je préfère sélectionner un tout petit peu. Voilà. Moi, sur Conseil Marketing, par exemple, hein, si vous allez sur mon site internet à moi, vous pouvez voir ici, hein, j'essaye d'engager les gens. Ici, avec cette petite fenêtre qui permet de leur dire coucou, c'est moi, vous osez écrire, je peux vous aider. Et ça, en fait, ça permet de vraiment d'engager les gens. Mais ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas moi qui réponds. On va dire 80% des demandes sont traitées par mon assistante, pour laquelle en fait j'ai dit là il y a des réponses types. Donc il y a 80 pages de réponses types qu'elle peut envoyer à toutes les personnes qui posent des questions de manière classique. Et elle utilise ça et elle répond au premier niveau. Et après, une fois qu'elle a répondu au premier niveau, voilà, c'est fait. Et s'il y a des choses qu'elle ne sait pas faire, c'est moi qui le fais et qui répond moi-même de manière personnalisée aux personnes. Et à chaque fois, en fait, je rajoute derrière ici, tac, une nouvelle réponse. Voilà, comment gérer un impayé, un client qui ne paye plus, blablabla. J'explique tout ça et j'enrichis ma FAQ
L'automatisation aussi, j'utilise un outil qui est assez sympa qui est Twitter Mass Follow, qui permet en fait de suivre automatiquement un compte Twitter. Voilà, c'est Twitter Mass Follow que vous voyez ici. Et en fait, quand je vois un compte Twitter qui est sympa, qui est dans mon style, hein, on va dire, on va taper marketing, tac, et on va dire news et marketing FPcom, voilà, tac. Donc ici, nouveauté, communication et marketing. Tiens, voilà, il y a pas mal d'abonnés qui sont intéressés là-dessus. Je fais follow all. Voilà, c'est des gens qui sont intéressés par les trucs de l'AFP sur le marketing. Voilà, donc en fait, je descends un tout petit peu ma petite liste. Voilà. Et il va les ajouter. Alors ici, je vois qu'il y a quand même un peu de tout. Il y a aussi des... ouais, on voit ici des trucs espagnols, c'est pas forcément le meilleur, mais bon, voilà, au moins ça permet de faire cette petite liste, et là il va m'ajouter comme ça 100, 200 personnes, tranquillou. J'aime bien aussi LinkedIn Helper, qui est un outil assez sympa sur LinkedIn qui permet d'automatiser l'envoi d'invitations, des messages, etc. Voilà. Après, au niveau automatisation, j'utilise un petit peu de temps en temps Octoparse. J'ai utilisé aussi un petit peu Phantom Buster, c'est une société française, qui permet en fait de réaliser des scripts pour automatiser un certain nombre de choses. Mais personnellement, moi souvent, je préfère utiliser un petit outil qui est payant, qui coûte 7 ou 8 euros par mois et qui fait le job. Ou alors je le fais faire par un développeur plutôt que d'aller passer des heures à faire ça. Voilà. Alors, je crois que j'arrive quasiment à la fin. Donc, Steph avait demandé qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Dans le livre, en fait, il y a le bouquin, il y a les informations, mais souvent en fait, un livre en fait, ça doit être surtout un support physique. Les gens aiment bien recevoir ça. On doit avoir une application pratique via de la vidéo. Il y a un club privé aussi qui permet de communiquer toujours avec les personnes, etc., etc. Donc en fait, moi j'ai vraiment essayé de faire ça. Donc le bouquin physique, le club privé avec les 4 heures de vidéo et les contenus supplémentaires, et le groupe privé où les gens peuvent poser des questions, voilà, et répondre entre eux. Voilà. Donc si vous voulez aller plus loin, le bouquin en fait il est à la vente sur Amazon au prix de 24 euros TTC. Vous pourrez le consulter et vous pourrez également aller ici sur le site Stratège Marketing. Alors vous voyez là vous voyez ici, j'ai lancé mon outil d'automatisation, mais comme j'ai automatisé beaucoup de choses, là, Twitter m'a un petit peu pris la main dans le sac et me dit attention, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de faire beaucoup d'ajouts en très peu de temps. Est-ce que tu es vraiment là? Donc, en fait, vous voyez, une activité inhabituelle. C'est pour ça que l'automatisation a un petit peu de limite et qu'il faut le faire de manière intelligente. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur le growth hacking et les stratégies marketing, n'oubliez pas, vous pouvez lire mon interview complète sur stratègemarketing.com, donc stratègemarketing.com, et vous pourrez également trouver pas mal d'informations sur le non-marketing, sur les bases du marketing, sur comment en fait exploiter les techniques marketing les plus modernes, avec un petit résumé en 2 minutes en vidéo, et c'est par Steph. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à très bientôt.